Dans cette vidéo, nous allons voir l'histoire de la vie. La diversité d'espèces que l'on peut observer actuellement ne représente même pas 1% de la biodiversité qui a foulé cette Terre. Par conséquent, la vie a énormément évolué depuis son apparition. Tout commence lors de la formation de l'univers, ce que l'on appelle le Big Bang, il y a environ 13,7 milliards d'années. À l'issue de la formation de l'univers, la Terre et le système solaire vont se former il y a environ 4,55 milliards d'années. La Terre à l'époque est une immense boule de feu constituée de lave, de roches en fusion, où la vie est impossible. Mais quelques millions d'années plus tard, la Terre va progressivement se refroidir et une croûte va pouvoir se former en surface. On peut voir ces vieilles roches aujourd'hui dans certaines zones du globe, on les appelle des cratons. On peut trouver certains de ces cratons en Amérique du Nord, au Canada, mais également dans le nord de l'Europe, au niveau des pays scandinaves, ou encore au niveau de la Sibérie. Ces cratons sont principalement des gneiss, c'est-à-dire par exemple des granites, des roches plutoniques, qui ont subi un métamorphisme, une transformation minérale sans fusion partielle. Il y a environ 4 milliards d'années avant notre ère, on peut penser que l'eau est apparue. On a proposé deux hypothèses pour expliquer cette apparition de l'eau. La première hypothèse est que l'eau de la Terre aurait été libérée sous forme de vapeur d'eau, puis cette vapeur d'eau se serait condensée pour former une couche de nuages, à l'origine de pluies torrentielles pendant plusieurs millions d'années. L'autre hypothèse est que l'eau aurait été apportée par une pluie de débris de roches qui portaient de la glace, comme par exemple des comètes. Ces corps se seraient alors désintégrés lors de leur collision avec la Terre et auraient libéré de l'eau qui aurait formé progressivement les différents océans. Il y a environ 3,9 milliards d'années se terminent les bombardements intenses de météorites. En effet, auparavant, les bombardements de météorites étaient très fréquents, très réguliers. À partir de 3,9 milliards d'années, ces bombardements diminuent. Il y a environ 3,8 milliards d'années, c'est enfin l'apparition de la vie. Ces premiers organismes sont très simples, constitués probablement d'une cellule, avec une membrane qui leur permet de les protéger dans l'eau. Ces organismes seraient donc apparus dans l'eau, puisque c'est le seul lieu qui leur permettrait de se protéger des UV du soleil. Vers 3,5 milliards d'années, c'est la probable apparition des premières cyanobactéries. Ces cyanobactéries peuvent former des structures que l'on appelle les stromatolites, structures que l'on peut retrouver sous forme fossile. Il est probable que ces cyanobactéries, qui réalisaient la photosynthèse, c'est-à-dire qui produisaient du dioxygène, sont responsables de la grande oxydation qui a eu lieu à l'époque. Il faut imaginer que l'atmosphère était très pauvre en dioxygène. L'apparition de ces êtres vivants a donc permis de libérer dans l'atmosphère une grande quantité de dioxygène en réalisant la photosynthèse, c'est-à-dire la production de matière à l'aide de l'énergie solaire. En effet, lors de la photosynthèse, les êtres vivants libèrent du dioxygène qui est un déchet de cette réaction chimique. Le dioxygène est utilisé par tous les êtres vivants pour produire de l'énergie. En réalisant la photosynthèse, ces êtres vivants de l'époque ont donc permis à la quantité de dioxygène atmosphérique d'augmenter, permettant ainsi le développement de toute la vie qui suivra. Cette augmentation de la quantité de dioxygène dans l'atmosphère va également permettre la production d'un autre gaz que l'on appelle l'ozone, ozone qui va former la couche d'ozone, une couche essentielle puisqu'elle nous permet d'être protégés des UV. Cette grande oxydation de l'époque va donc permettre la prolifération de la vie qui suivra. Il y a 2,2 milliards d'années, les premiers organismes eucaryotes apparaissent, c'est-à-dire des organismes constitués d'une membrane, d'un cytoplasme, comme auparavant, mais avec en plus un noyau qui renferme la molécule d'ADN, c'est-à-dire l'information génétique des êtres vivants, le disque dur des êtres vivants. Dans la foulée apparaissent les premiers organismes pluricellulaires, c'est-à-dire constitués de plusieurs cellules. Entre 600 millions d'années et 544 millions d'années va se développer toute une faune dans les océans qu'on va appeler la faune d'Ediacara. Cette faune étant constituée principalement de cnidaires, avec notamment des méduses primitives, on peut voir se développer également certains végétaux et des bactéries. Toute la période que nous venons de décrire se déroule avant 542 millions d'années. On va appeler cette période le Précambrien. Cette période est très mal connue puisque nous trouvons peu de traces de fossiles et donc il est difficile de retracer l'histoire de la vie au-delà de cette date.
Nous allons maintenant décrire l'ère suivante, que l'on appelle l'ère primaire. Cette ère se déroule entre 542 millions d'années et 245 millions d'années. Cette ère primaire, également appelée paléozoïque, est une ère durant laquelle les continents vont se rapprocher jusqu'à en former un seul, qui sera appelé la Pangée, le continent unique. La première période qui nous intéresse est le Cambrien. Durant le Cambrien, qui se déroule entre 542 millions d'années et 488 millions d'années, une faune assez variée va pouvoir se développer. On a décrit cette faune comme étant la faune de Burgess. Cette faune est constituée de nombreux organismes, comme par exemple le Deinonychus, qui est un animal. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas un végétal, c'est un animal, mais qui est porté sur une tige. On trouve également certains organismes très étranges, comme Hallucigenia, qui possède des appendices flexibles très étranges tout autour de lui. Il est probable que cet organisme était en réalité un annélide, c'est-à-dire un ver, un cousin très lointain du ver de terre. On peut trouver également certains organismes comme Opabina, qui possèdent une trompe frontale terminée par une petite pince. Fait intéressant, cet organisme possède des yeux au-dessus de la tête, 5 pour être exact, et des segments du corps qui peuvent laisser penser à des branchies. On peut y trouver également certains arthropodes, c'est-à-dire des animaux à pattes articulées, des lointains cousins des araignées et des insectes, comme par exemple Marella, un organisme qui faisait environ 25 à 190 mm de long. Les premiers trilobites font leur apparition, et on peut également y trouver un petit organisme de 4 cm de long, Pikaia. Cet être vivant a une particularité, il possède une corde. La corde est une structure cartilagineuse qui est spécifique de l'embranchement des chordés. Or, les chordés donneront une branche qui sera celle des vertébrés. Par conséquent, Pikaia précède l'arrivée des premiers vertébrés. À l'issue du Cambrien, une nouvelle période s'amorce, celle de l'Ordovicien, qui se déroule entre 488 millions d'années et 423 millions d'années. Durant cette période, la vie continue de se développer, avec notamment des céphalopodes, comme l'orthocère, un lointain cousin des pieuvres et des seiches. On y trouve également des crustacés, des oursins, des foraminifères et des trilobites, même si leur nombre commence à décroître légèrement. À cette époque apparaissent également les premiers poissons. À ce stade, ce sont des poissons que l'on appelle les ostracodermes, c'est-à-dire des poissons sans mâchoire. Ces poissons sont constitués d'une cuirasse qu'ils ont sur le dos. Le monde végétal se développe également. On peut y trouver notamment des algues vertes, des algues brunes qui vont se diversifier au détriment des cyanobactéries. Cyanobactéries qui sont également affectées par certains animaux, comme les cnidaires qui vont former des coraux. À la fin de l'Ordovicien supérieur, les êtres vivants vont subir une grande crise biologique. De nombreuses espèces vont disparaître. La cause de cette disparition est encore mal connue, mais environ 75% des espèces vont disparaître. À l'époque, ce sont uniquement des espèces marines, puisque la vie ne s'est pas encore développée en dehors de l'eau. À l'issue de cette extinction commence le Silurien, qui se déroule entre 423 millions d'années et 416 millions d'années. Au début du Silurien, les océans ont été très impactés par cette crise majeure. Par conséquent, la vie va prendre quelques millions d'années pour reprendre ses droits. Les espèces ayant survécu au cataclysme vont connaître ce que l'on appelle une radiation évolutive, c'est-à-dire qu'elles vont se diversifier très rapidement. Dans la mer, le nombre d'animaux planctoniques va augmenter rapidement et les coraux vont se multiplier pour former les premiers récifs. De nombreux organismes vont pouvoir s'épanouir comme les crénoïdes, les brachiopodes ou encore les trilobites qui vont pouvoir se diversifier de nouveau. À cette époque, les nautiloïdes sont également nombreux, des lointains cousins des ammonites, et des arthropodes marins vont pouvoir dominer les océans, comme par exemple l'Euryptéride, un scorpion gigantesque pouvant mesurer près de 2 mètres. Les vertébrés, eux, ne sont pas en reste, puisque les premiers placodermes font leur apparition, des poissons à mâchoire. Ces placodermes vont très rapidement se diversifier et dominer les océans, prenant ainsi la place des arthropodes au sommet de la chaîne alimentaire. Durant cette période, la terre ferme va également être colonisée. Les premiers êtres à se risquer en dehors de l'eau seront les végétaux, avec principalement des mousses, des lichens et d'autres plantes à spores qui utilisent ce moyen pour pouvoir se reproduire. Cooksonia en est un exemple. Ce petit végétal va pouvoir se développer rapidement dans ce nouvel environnement et va mettre en place de nouvelles stratégies pour se protéger de la gravité
et de la déshydratation. Des animaux vont également suivre cette végétation en dehors de l'eau, comme par exemple Strudiella devonica, un petit arthropode qui va oser sortir de l'eau. Par conséquent, le Silurien va être une époque décisive, puisque pour la première fois, des êtres vivants vont se risquer en dehors de l'eau. La période qui suit se déroule entre 416 millions d'années et 359 millions d'années. C'est ce que l'on appelle le Dévonien. Durant cette période, les vertébrés vont évoluer vers des formes plus complexes et notamment vont conduire aux premiers tétrapodes, c'est-à-dire des organismes qui possèdent 4 membres. Ces tétrapodes donneront ensuite les premiers amphibiens, des lointains cousins de nos grenouilles et rainettes actuelles. Ces tétrapodes, comme Ichthyostega, vont principalement vivre dans l'eau, mais pourront progressivement coloniser la terre ferme. Du côté des arthropodes, la terre ferme a été largement colonisée par les insectes et les araignées. Cette terre ferme est riche en végétation puisque les premières forêts se développent progressivement. Des végétaux que l'on appelle les progymnospermes s'étendent à perte de vue. Dans les océans, ce sont maintenant les placodermes qui vont dominer les mers, grâce notamment à leur puissante mâchoire. À la fin du Dévonien supérieur se produit une nouvelle crise biologique. 75% des êtres vivants vont disparaître. Cette crise est probablement due à une chute de météorites ou à une glaciation qui aurait causé la disparition d'un grand nombre d'espèces. À l'issue de cette extinction, commence le Carbonifère, une période qui s'étend de 359 millions d'années à 299 millions d'années. Durant la période du Carbonifère, la végétation va fortement se développer avec de gigantesques forêts constituées principalement de fougères géantes. Par exemple, certains lépidodendrons mesuraient jusqu'à 40 mètres de haut. Les premiers conifères font également leur apparition, c'est-à-dire des plantes à graines. À l'époque, ils sont encore discrets puisque ce sont les fougères qui dominent. Cette végétation luxuriante du Carbonifère, en se fossilisant, formera par la suite le charbon que nous exploiterons notamment en Europe au XIXe siècle. Les animaux se sont également beaucoup diversifiés. À l'époque, la quantité de dioxygène dans l'atmosphère est très importante. Cela a donc permis à certains organismes possédant un appareil respiratoire peu performant de grandir. On pouvait donc observer à l'époque des libellules qui mesuraient jusqu'à 60 cm d'envergure, comme par exemple Meganeura moni. Sur le sol, les scorpions pouvaient atteindre jusqu'à 60 cm de long, et on pouvait trouver des araignées gigantesques, ou encore des scolopendres, des cousins éloignés de nos mille pattes actuels, comme par exemple l'Arthropleura, qui mesurait jusqu'à 2 mètres de long. Durant le Carbonifère, on va également voir apparaître les premiers amniotes, c'est-à-dire des animaux qui vont pondre des œufs amniotiques, avec une coquille. Précédemment, les organismes pouvaient pondre des œufs, mais ceux-ci n'avaient pas de coquille. Ainsi, ils étaient contraints de pondre leurs œufs dans des milieux aquatiques. Ces amniotes, qui peuvent pondre des œufs sur la terre ferme, vont pouvoir se développer rapidement puisque c'est un avantage évolutif. Ces organismes sont les premiers reptiles. À l'époque, ils sont encore de petite taille, comme par exemple le Temnospondyli. La période qui suit se déroule entre 299 millions d'années et 245 millions d'années. Il s'agit du Permien. Au niveau continental, cette période voit la formation d'un continent unique appelé la Pangée. Les fougères arborescentes sont encore très abondantes, mais les conifères se développent de plus en plus. La taille des arthropodes diminue progressivement et les vertébrés se diversifient. L'acquisition des œufs avec coquille permet une diversification. On peut donc trouver à l'époque des organismes bipèdes comme Eudybamus, des animaux qui avaient la capacité de planer dans les airs, comme par exemple Coelurosaurus, ou encore des organismes qui possèdent une voile thermorégulatrice sur le dos, c'est-à-dire qui leur permettent de contrôler, réguler leur température, comme par exemple Dimétrodon. Ces organismes thermorégulateurs forment un groupe apparenté aux ancêtres des mammifères. À la fin du Permien se produit une catastrophe naturelle sans précédent qui va causer la disparition de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres. Cette crise est probablement due à du volcanisme et à la collision continentale qui résulte de la formation de ce continent unique appelé la Pangée. Au milieu de ce continent s'étendait une grande chaîne de montagnes appelée la chaîne hercynienne. Sur Terre, il reste encore aujourd'hui des traces de cette ancienne chaîne de montagnes qui était bien plus haute que l'Himalaya, comme par exemple en Bretagne avec la chaîne armoricaine. La chaîne armoricaine située en Bretagne est bien un vestige
de cette ancienne chaîne de montagnes qui s'appelait la chaîne hercynienne. Cette crise de la biodiversité va mettre fin à l'ère primaire. À partir de 245 millions d'années commence l'ère secondaire, une ère dominée par les reptiles. Entre 245 millions d'années et 205 millions d'années commence le Trias, la première période de cette ère secondaire. À cette époque, dans les mers va se développer un plancton qui va fabriquer des coquilles en calcaire. Sur Terre, la végétation, qui était constituée principalement de fougères, des lycophytes, domine encore le Trias, mais vont progressivement laisser leur place à des ginkgos, des cycades, puis à d'autres conifères qui vont devenir majoritaires à la fin du Trias. Dans le règne animal, les reptiles vont fortement se diversifier et les premiers mammifères font leur apparition. Également à cette époque, les premiers chéloniens, c'est-à-dire les premières tortues ancestrales, vont coloniser les mers et les terres. À la fin du Trias, une nouvelle crise a lieu, crise qui va provoquer la disparition de 20% des espèces marines. Cette crise va notamment profiter aux mammifères et aux dinosaures qui vont se développer durant la période suivante. Entre 205 millions d'années et 135 millions d'années se déroule la période du Jurassique. Durant cette période, les conifères deviennent majoritaires. Dans les mers, les ammonites se développent à profusion et des reptiles marins s'imposent, comme par exemple les plésiosaures ou encore les ichthyosaures. Sur la terre ferme, les mammifères sont présents, mais les animaux qui dominent sont les dinosaures. On peut trouver notamment des brachiosaures, des mégalosaures ou encore des stégosaures. Dans les airs, ce sont des reptiles volants qui vont dominer, des cousins des dinosaures. Il s'agit des ptérosaures qui vont pouvoir se diversifier très rapidement. À l'époque, on voit également apparaître des lointains cousins des oiseaux actuels, comme par exemple l'Archéoptérix. L'époque suivante se déroule entre 135 millions d'années et 65 millions d'années. C'est le Crétacé. À cette époque, les premiers angiospermes font leur apparition, c'est-à-dire des végétaux qui produisent des fleurs et des graines. Ces angiospermes sont encore peu nombreux puisque les conifères sont majoritaires. Sur Terre, les dinosaures sont encore dominateurs. On peut y trouver notamment l'ankylosaure ou le tyrannosaure. Dans les eaux, d'autres reptiles marins ont fait leur apparition, comme par exemple le mosasaure, qui était le prédateur de l'époque. Dans les mers, on peut également voir proliférer certains organismes comme les coccolithophoridés, également appelés coccolithes. Ces petits organismes vont former une petite coquille qui va pouvoir sédimenter, c'est-à-dire tomber au fond de l'eau, se fossiliser et former une roche sédimentaire que nous utilisons aujourd'hui régulièrement, puisque cette roche est la craie. C'est d'ailleurs à cause ou grâce à ces organismes que l'on a appelé cette période de l'histoire le Crétacé. À la fin du Crétacé a lieu une 5e crise biologique, appelée la crise Crétacé-tertiaire, ou KT. Cette crise Crétacé-tertiaire va provoquer la disparition de 76% des espèces marines. Et sur Terre, elle va causer la fin des dinosaures. Les causes de cette extinction seraient probablement une météorite de 10 à 20 km de diamètre qui aurait percuté la Terre au niveau du golfe du Mexique. À la même époque, au niveau de l'actuelle Inde, un volcanisme très intense lié à un point chaud s'est manifesté. Ce volcanisme a entraîné une augmentation de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc un réchauffement climatique. Les nuages de cendres ont également pu obscurcir le ciel, produisant une nuit d'environ 1 an. Cela aurait pu provoquer la disparition de la végétation, puis par une réaction en chaîne, des herbivores et des carnivores. Ce volcanisme qui s'est produit à l'époque forme aujourd'hui un dépôt de lave que l'on appelle les trappes du Décan. Cette crise KT va mettre fin à l'ère secondaire, permettant ainsi le début de l'ère tertiaire. L'ère tertiaire est l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. La première période de cette ère commence il y a 65 millions d'années et se termine il y a 23,5 millions d'années. C'est le Paléogène. Durant cette période, les mammifères vont pouvoir se diversifier en prenant une niche écologique qui était occupée par les reptiles marins dans les océans et les dinosaures sur Terre. Les plantes à fleurs, elles, vont prendre progressivement la place des conifères. L'ère suivante est le Néogène, qui se déroule entre 23,5 millions d'années et 1,8 million d'années. Durant cette période vont se développer certains mammifères comme le smilodon ou encore le mammouth. Les primates sont alors nombreux et on voit apparaître les premiers hominidés vers 8 millions d'années. À la fin du Néogène apparaissent les premiers hommes
permettant ainsi l'ouverture d'une nouvelle période appelée le Quaternaire. Le Quaternaire est daté de 1,8 million d'années à aujourd'hui. Durant cette période, plusieurs espèces humaines vont fouler la Terre, comme par exemple l'Homo erectus, l'Homo habilis, l'homme de Néandertal et Homo sapiens, l'homme moderne. Depuis la création de la Terre, la vie a donc connu de nombreuses extinctions. Mais ces extinctions étaient toujours naturelles. À l'issue de ces crises, les espèces se sont de nouveau diversifiées et la biodiversité a évolué. Actuellement, nous sommes en train de vivre une nouvelle crise de la biodiversité qui a commencé il y a environ 2 siècles. Cette crise de la biodiversité, pour la première fois de notre histoire, a été causée par autre chose qu'une cause naturelle. Elle a été provoquée par l'homme. Elle est d'origine anthropique. Cette crise est importante puisqu'elle a déjà causé la disparition de nombreuses espèces. Voilà pourquoi les scientifiques pensent que nous sommes actuellement en train de vivre la 6e grande crise des temps géologiques. Et la cause de cette crise serait l'homme.